Dans l'aventure entrepreneuriale, le succès de la start-up se traduit par une forte poussée de croissance. C'est la phase de scale-up. Il faut recruter vite et structurer l'entreprise pour faire face à la demande et passer à l'échelle. Mais derrière les signes extérieurs de réussite se cachent de nouveaux défis. Les problèmes de qualité se multiplient, les délais s'allongent, les clients mécontents se font entendre. Au fur et à mesure que les managers clarifient les rôles et structurent les processus, les collaborateurs font preuve de moins d'initiative, les équipes se rejettent la faute pour tous les problèmes, l'entreprise se montre plus résistante au changement. Tous ces symptômes sont ceux d'un mal bien connu, la Big Company Disease, la maladie des grandes entreprises. Alors comment soutenir une belle croissance tout en gardant le dynamisme et la vitesse d'une start-up ? Comment grandir sans devenir une grosse boîte, lourde et inefficace ? Pour le découvrir, nous vous proposons de suivre ici 3 dirigeants, chacun à la tête d'une belle scale-up. Ces 3 CEO ont décidé d'adopter une approche à la fois radicale et parfaitement éprouvée, la stratégie Lean. Jonathan Widor a fait de JV Web l'une des 5 premières agences françaises spécialisées dans le web marketing, avec Google Ads et Facebook Ads. Avec une 60aine de collaborateurs de 10 nationalités différentes, une activité dans plus de 40 pays et des agences en France, en Suisse et en Chine, JV Web poursuit une belle croissance avec une longévité hors du commun. JV Web nous montre ici le point de départ de la stratégie Lean. La satisfaction client devient l'obsession de chacun et tous les niveaux de management sont tournés au quotidien vers le développement des collaborateurs par la résolution de problèmes. J'ai commencé l'idée de JV Web en 1998. J'étais en première au lycée. J'ai commencé par créer mes premiers sites web, avoir de plus en plus de visiteurs, et puis ça s'est transformé en business. Il y a quelques années, on devait être une vingtaine de personnes dans l'agence. Je rencontrais tous les jours des problèmes, régulièrement les mêmes problèmes. Insatisfaction client, insatisfaction collaborateur, problème de retard, délai. Et ces problèmes revenaient tous les jours, toutes les semaines, et souvent avec les mêmes causes. Avant, dans nos bureaux, tout était propre, les murs transparents. On est dans la technologie, on est dans l'internet. Au Japon, en fait, tout est rendu visible. Quand il y a des problèmes, quand il y a des chiffres, est-ce que les clients sont satisfaits? Donc tout est visible. Et surtout, le patron connaissait tous les visuels de son usine et était capable de nous expliquer 90%, voire 99% de ce qu'il y avait sur les visuels. Vous seriez venu il y a quelques années chez JV Web, j'aurais été incapable de vous dire la façon de produire plein de pièces. Maintenant, c'est le cas. Maintenant, je suis beaucoup plus en phase avec le terrain, beaucoup plus en phase avec comment ça se passe. Donc avant, il y avait une personne qui s'occupait de 20 personnes et on s'est rendu compte que plus les équipes grossissaient, c'était impossible pour cette personne de gérer autant de personnes. Donc on a créé des cellules plus réduites, de 6 personnes uniquement. En tant que team leader, donc ma journée se décompose vraiment en rendez-vous de formation, en rendez-vous d'aide pour accompagner les équipes. Donc finalement, je passe aujourd'hui 50% de mon temps sur mes clients parce que c'est important que j'ai encore cette notion technique et 50% de mon temps pour les aider. On se base beaucoup sur ce que le client dit. Donc on imprime un email, on imprime quelque chose qui a posé souci et on décide avec la personne des actions à mettre en place jusqu'à ce que le problème soit résolu. Personnellement, avant le Lean, ça me paraissait évident de fonctionner comme je fonctionnais auparavant. Je saute sur le problème, je trouve des solutions et puis j'ajuste si ça marche pas. Mais par expérience, c'est pas forcément facile de déceler le véritable problème et les différentes causes racines. On y va ? Allez. Donc une fois par semaine, on se réunit pour faire ce qu'on appelle le management visuel. Les managements visuels d'équipe sont un moment très important dans la semaine parce que c'est ce qui permet en fait à l'équipe de travailler ensemble. Et en fait, pourquoi ça marche? Comment elles arrivent à travailler ensemble? C'est parce qu'elles partent d'une pièce. Donc elles partent d'un cas concret, elles parlent d'un client et du coup, elles se concentrent pour satisfaire le client. C'est un véritable camp d'entraînement. À quoi? À déceler les problèmes, mais aussi à savoir les expliquer de manière cohérente à autrui. Je n'arrive pas à avoir un retour clair du client sur les performances et ma prestation. Donc ce que j'ai fait les semaines précédentes, c'était d'abord... Il faut que j'apprenne à discuter avec les autres de mes problèmes, que je les rende visibles, que j'accepte de dire que mes problèmes, en fait, c'est pas forcément une erreur de ma part, c'est parce que j'ai besoin d'apprentissage, j'ai besoin de faire évoluer mes méthodes de travail, ou j'ai besoin de plus d'aide de mon team leader. Je dois moi-même tout le temps me remettre en question et déceler ce qui n'a réellement pas marché. Donc en fait, si on ne se contente pas de ce que le client dit,
on creuse, on reformule jusqu'à ce qu'on ait vraiment compris le plus important, le message qui va tout changer, qui va faire qu'on l'a vraiment compris. Donc c'est presque une quête de la perfection, même si il faut bien avoir conscience qu'on ne l'atteindra jamais. Donc ce serait quoi le secret pour réussir à parler à un autre interlocuteur chez le client sans vexer son contact principal? Parler aux deux en même temps. Parler aux deux en même temps. Mais alors, Lors du kick-off, mettre en Voilà. place qui sont Voilà. les C'est ça. différents interlocuteurs. La philosophie du Lean veut que finalement on soit dur avec les problèmes et doux avec les gens, c'est essentiel. Donc c'est pas tu as mal fait, tu aurais dû faire comme ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire le client. Et donc chacun échange, chacun montre comment lui ferait, comment chacun ferait, on fait des expérimentations, la semaine d'après on en reparle et on retire les apprentissages et les enseignements en fait. Et en quelques mois de mise en place, les améliorations sont assez flagrantes en fait. Les problèmes qu'on avait avant, on ne les retrouve pas maintenant. On en a d'un niveau qui, je dirais, un peu plus technique et avancé. Ça nous a vraiment permis d'évoluer. Maxime, tu es responsable de ton développement et de ta formation. Tu invites Jérémy pour qu'il puisse te faire une session de coaching. Ouais. Ok. Parmi mes fonctions, je dois chaque jour m'assurer que les team leaders sont formés pour qu'ils puissent permettre à leur équipe de collaborateurs, des chargés de compte, de réussir dans leur quotidien. Salut Colin. Je voulais te voir parce qu'on va bientôt, dans le cadre de l'intégration de ton nouveau collaborateur, on va devoir l'aider, lui apprendre à fixer ses premiers objectifs mensuels pour son client. Et ce serait bien que je te forme avec le standard. Donc c'est des sessions de coaching qui vont durer entre 5 et 20 minutes, il ne faut pas que ce soit trop long. Et elles doivent systématiquement s'appuyer sur ce qu'on appelle un standard. Le standard, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé, les meilleures pratiques qu'on ait trouvées, le meilleur geste qu'on ait déterminé d'expérience jusqu'à maintenant pour réussir ce qu'on est en train d'entreprendre. Un geste c'est tout petit puisqu'on forme en une demi-heure. Nos précédentes formations c'était plutôt par journée complète. On va t'apprendre à faire ceci et hop, c'est parti pour 8 heures. Là c'est vraiment des petits gestes qui sont découpés, qui font partie d'un ensemble en fait. Parce que les personnes ont du mal à rester concentrées longtemps et parce qu'en fait, pour que ça soit intéressant, on met en œuvre tout de suite. Mon team leader est à côté, je lui explique le contexte, le sens, mais très vite je lui montre le geste. Donc on va sur l'ordinateur, on va ouvrir le standard, on va ouvrir le document qu'on est en train de mettre à jour, la pratique qu'on est en train de développer, et je vais lui montrer en faisant le geste. Par exemple, tu vois, premier point, il faut que tu lui expliques la définition d'un objectif cible. C'est quoi le truc que le collaborateur, que le chargé de compte doit absolument faire, l'objectif qu'il doit atteindre pour satisfaire son client à la fin du mois. Toi, d'expérience, ce serait quoi un objectif cible? CPL inférieur à 30 €. CPL inférieur à 3 €. Ok. Et du coup, chaque jour, on challenge ces standards avec les équipes. Et du coup, il y a une sorte de teamwork qui se crée. Au début, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, il y a une vraie unité dans la cellule où chacun interagit avec les autres et on sent qu'il y a une vraie montée en compétence de tout le monde. La stratégie Lean part d'une évidence, c'est que quand les gens comprennent mieux ce qu'ils font mieux leur job et ils se font plus plaisir. Donc vraiment, c'est une stratégie qui est centrée sur les gens. En fait, au total, tout ce qu'on a, c'est une équipe de foot contre une autre équipe de foot. C'est-à-dire que la stratégie commence par accepter qu'on n'est pas tout seul, donc on est en concurrence, et qu'on travaille avec des gens. Donc notre équipe de foot est en concurrence avec les autres équipes de foot. Et si les joueurs, sont meilleurs à ce qu'ils font parce que ça les passionne et travaillent mieux ensemble, ça va mieux se passer. Quelles sont les conditions qu'il faut qu'on crée pour qu'ils soient bien occupés à jouer le match et pas compter le nombre de passes, et puis travailler ensemble. Donc une stratégie Lean, en fait, c'est comment est-ce qu'on crée des conditions pour que les gens s'intéressent de plus près à leur propre travail. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on regarde les problèmes de qualité, de prix et de délai, et puis on commence à les régler. Pour les régler, ce qu'on fait, c'est qu'on va accélérer les flux. Donc on va dire partout, le flux tel qu'il est, il faut qu'on accélère le flux. On n'accélère pas le flux pour régler les problèmes de qualité, on accélère le flux pour révéler les obstacles. C'est-à-dire, dès qu'on essaie d'améliorer la qualité ou d'accélérer le délai, ou de réduire le délai, on va buter sur des trucs. Il y a des raisons pour lesquelles on fait les choses, on va buter sur des choses, on va tomber sur des obstacles. Ces obstacles, on ne va pas les craquer pour résoudre le processus. On va s'y intéresser parce que c'est là qu'on implique les gens. C'est là qu'on les fait participer, c'est là qu'on leur dit « mais attends, cet obstacle, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe ?» C'est là qu'on branche les cerveaux, c'est là qu'on... Alors donc toute l'astuce d'une stratégie Lean, c'est que la résolution des obstacles, enfin le contournement en équipe des obstacles, comme on les craque, ne sert pas à appliquer des solutions partout,
sert à approfondir notre compréhension de la valeur. Et c'est ça qui fait que c'est marrant. Je veux dire, on n'est pas juste en train de faire du delivery tous les jours de ce qui existe. Non, on est toujours en train d'explorer le mystère de ce qu'est la valeur pour les clients, qu'est-ce qui les satisfait vraiment, comment leur vie évolue, quelles sont leurs préférences. Et là, la stratégie Lean est très claire, c'est une fois client, toujours client. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait la gamme parce qu'il ne faut pas que le client, il faut pas qu'elle aille chercher ailleurs, il faut qu'on ait tout ce qu'elle veut, il faut qu'on ait des produits de qualité, qu'on renouvelle, enfin ça pose plein de problèmes. Nicolas Chartier et Guillaume Paoli ont fait d'Aramis Auto l'une des plus belles réussites de l'e-commerce français, avec aujourd'hui 700 collaborateurs et 700 millions d'euros de revenus. Leur obsession, améliorer sans cesse l'expérience d'achat du véhicule. Aramis Auto nous montre ici un second pilier de la stratégie Lean, l'alignement de toute l'entreprise sur la maîtrise des opérations, aussi bien dans les activités physiques que digitales, par la réduction continuelle de ce que l'on appelle le lead time, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre la demande client et la livraison. Nicolas Chartier, je suis un des 2 cofondateurs d'aramisauto.com, qui est le leader de la vente de voitures sur Internet. La société fait aujourd'hui 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais quand elle a passé la barre des 100 millions d'euros, ça a commencé à être un peu plus difficile. À chaque fois qu'on était en train de faire de la croissance, notre satisfaction client se dégradait. Et donc on se disait, c'est normal, on fait de la croissance, donc c'est moins facile, et du coup la satisfaction client se dégrade. Jusqu'à un moment où elle était assez irrégulière. Et cette irrégularité dans la satisfaction client, en fait, c'était aussi une irrégularité dans la façon de travailler des collaborateurs, et ça générait aussi des irrégularités dans la rentabilité et dans les taux de croissance. En tant que CEO, au bout de 15 ans de job de CEO, alors avec plusieurs phases différentes, on finit par s'épuiser et par se fatiguer, et il y a tout un tas de problèmes qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et en fait, dans la manière dont on aborde les choses aujourd'hui, il n'y a plus du tout ce sentiment de découragement. On a résolu des problèmes qu'on n'arrivait pas du tout à résoudre. En juillet 2017, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec plus d'une centaine de voitures sur mon parc, sachant que j'ai un capacitaire de 70 véhicules, donc forcément ça bloquait quelque part. Ça nous a permis de découvrir que finalement notre chaîne de logistique n'était pas optimale, puisque d'un point de vue transport, on nous poussait les véhicules, et aujourd'hui, on fait vraiment en fonction de ce que souhaite le client. Le client, son véhicule, je vais le recevoir au plus tard 2 jours avant. Le véhicule est déchargé par le transporteur, il est ensuite mis directement sur l'agence. J'ai mon chargé de parc qui va notifier sur la vitre la date d'arrivée du véhicule et la date de livraison du véhicule. Donc moi, ce qui va me permettre déjà, ne serait-ce que visuellement, de pouvoir me dire si, quand je fais mes tours de parc, de voir s'il y a une problématique sur ce véhicule-là. Dans notre zone de préparation, donc on a créé un système de couleurs tout simple. Quand tout se déroule bien sur le véhicule, quand le véhicule est prêt à être livré, une fois qu'il a été préparé, il est placé directement sur des emplacements verts qui nous permettent de dire donc, visuellement que le véhicule n'a aucun souci et qu'il peut partir en livraison. Ensuite, si jamais on détecte à la préparation du véhicule un défaut qu'on n'aurait pas identifié lors du déchargement, ce véhicule sera mis directement sur un emplacement rouge pour résoudre ce problème et pouvoir livrer dans les temps. Aujourd'hui, le Lean nous a permis justement de réduire ce lead time et pouvoir rassurer nos clients sur leur date de livraison, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et c'est une précision en fait que personne n'arrive à atteindre dans la distribution automobile. Ça, on a réussi à le faire grâce au Lean, grâce à cette transformation, alors qu'on avait essayé avant et on n'avait jamais réussi. Donc en fait, ça redonne énormément de dynamique et d'énergie positive, ça donne énormément d'envie d'aller faire de la croissance et de lancer des nouveaux services pour les clients. Et en fait, ce qui est important, c'est que le Lean, pour nous, ça s'applique aussi bien à des processus traditionnels, et ça on le sait depuis des années, mais surtout à des processus, c'est très pertinent quand on commence à l'appliquer à des processus digitaux. Donc quand on va aller attaquer la data science, par exemple, on va l'attaquer avec un état d'esprit Lean. Donc, par exemple, une des améliorations qu'on allait chercher il n'y a pas si longtemps que ça, sur Aramis, on a un moteur de recherche avec des filtres. Et dans le filtre équipement, il y avait le filtre 7 places. Et ce filtre 7 places, il se comportait depuis 2 ans de manière un peu erratique.
Il s'affichait uniquement quand on cherchait des voitures de grande capacité comme les monospaces ou les grands SUV. Et en fait, on s'est rendu compte que les commerciaux demandaient à chaque fois aux clients « mais donc vous avez combien de personnes dans votre famille, combien de places vous voulez ?» Et l'entrée par les 7 places était hyper intéressante. Et donc on a rajouté ça de manière figée sur le moteur de recherche. Et du coup on a satisfait à la fois les clients et les commerciaux qui sont nos super users. Ce qui est très important, c'est que le Lean a une image d'optimisation des process. Et en fait, le Lean tel qu'on le pratique, nous, c'est pas du tout ça. In fine, ça amène à de l'optimisation de process et de suppression de gâchis. Mais le Lean tel qu'on le pratique, c'est qu'on va on va tous travailler sur nos processus pour mieux comprendre comment ils fonctionnent, pour mieux servir nos clients. Et ça développe notre apprentissage, en fait. Donc tous les jours, on cherche les problèmes, soit grâce à des outils qu'on a sur le site, comme des analyses de cartes de chaleur, comme des retours analytiques, soit directement sur le terrain. Et en fait, on pense que la création de valeur, elle va se trouver dans la résolution des problèmes de manière générale. C'est-à-dire que plus on a de problèmes, entre guillemets, mieux on se porte. Bon, il y a un moment où il ne faut pas qu'on en ait trop, mais en fait, les problèmes avant, c'était vraiment considéré comme des bugs. Et on les planquait un peu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément les affichés sur les murs. Maintenant, les problèmes, c'est des opportunités de faire grandir le business, de satisfaire le client. On les met sur le mur, on les affiche pour mieux les affronter. Donc c'est hyper intéressant. Et ça change tout parce qu'en fait, dans le mindset des collaborateurs, et même dans mon mindset à moi, comme on part du client et qu'on part de son problème, la probabilité pour qu'on se trompe, en fait, qu'on perde du temps sur une mission qui n'est pas la bonne, est beaucoup plus faible qu'avant. Alors qu'avant, on partait plutôt du collaborateur, en tout cas des patrons, puis on descendait les trucs, sans trop savoir si on visait le bon problème. Toutes les entreprises disent qu'elles ont un focus client, ne serait-ce que quand elles rencontrent leurs clients, elles leur disent que c'est important. La différence dans la manière dont on le vit, nous, c'est que moi, en tant que CEO, je fais en sorte de ramener toujours les collaborateurs et les discussions aux clients. Pour illustrer ça, notre COMEX, toutes les semaines, commence systématiquement au service client. Donc on commence toujours le COMEX, par un cas client. En général, c'est un problème, histoire de pouvoir parler de ça. Et c'est des problèmes parfois très opérationnels. C'est un problème sur un pneu qui a été livré, par exemple. Mais c'est une manière de toujours ramener les sujets aux problèmes des clients. Donc là, en fait, je suis en train de préparer le cas client COMEX. Donc en fait, toutes les semaines, le COMEX commence par un cas client. Donc du coup, on étudie un problème qui est arrivé à un de nos clients. Et en fait, du coup, on part du problème, on décompose le problème et on essaye de comprendre tous ensemble pourquoi le client a rencontré ce problème-là. Et donc du coup, l'objectif, c'est de pouvoir présenter ça à tous les membres du COMEX pour qu'on puisse en fait toutes les semaines apprendre sur l'expérience client qu'on fait vivre aux clients, sur nos process, etc. Dans le modèle Lean, on est en permanence en train de rechercher des choses à apprendre. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué qu'on met beaucoup de temps à comprendre. Et pour faire ça, on a besoin de visualiser ce qui se passe. Et donc notre COMEX, il se passe dans cette pièce qu'on appelle l'OBEA du COMEX, qui est une pièce dans laquelle on va retrouver la stratégie de l'entreprise, un suivi sur les KPI. On a des discussions autour des problèmes que l'on rencontre, en essayant de rentrer très loin dans le problème, ce qu'on appelle nous des deep dives. On essaie d'aller vraiment très très loin dans les problèmes pour comprendre vraiment ce qui se passe. Et c'est là qu'on apprend vraiment des choses sur notre manière de travailler. Souvent, les entreprises qui ne sont pas dans une démarche Lean ne savent pas par où commencer parce qu'ils sont noyés dans des problèmes logistiques qui leur cachent tout. Et du coup, quand ils font des grands paris, ça arrive sans arrêt, ça m'arrive sans arrêt. C'est-à-dire, bon, voilà, on pourrait nettoyer la logistique et faire marcher la boîte. Et ça, le grand chef dit, oui, mais ça, il faudrait qu'on s'en occupe. Ouais. Il faudrait qu'on s'en occupe tous les jours. Ouais. Plusieurs fois par jour. Ah non, ça me paraît trop compliqué. Je vais plutôt aller faire une analyse big data pour comprendre où sont mes vrais problèmes. En fait, l'analyse big data ne dira jamais où sont les vrais problèmes parce qu'on est tellement pollué par des problèmes logistiques qu'on n'y verra absolument rien. Donc là, le cas qui était vraiment intéressant, c'est que même dans un pure player digital, revenir sur la partie brick and mortar, régler les problèmes logistiques et une fois qu'on a fait ça, on y voit clair et là, on découvre les vrais problèmes digitaux qui sont au cœur de la boîte. Des problèmes de qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait avec la réponse du site avec les clients, les évolutions de goût, enfin des problèmes vraiment très intéressants. Benoît Charles Lavozelle et Fabrice Bernard ont fondé Théodo en 2009 avec pour objectif de développer pour leurs clients des applications à fort impact business en un temps record.
Le groupe connaît une croissance exponentielle et compte aujourd'hui près de 250 personnes. Théodo nous montre ici une troisième facette de la stratégie Lean, l'alignement de toute l'entreprise sur la conception de produits qui enchantent les clients, par le développement de l'initiative et du savoir-faire des ingénieurs. Aujourd'hui, Théodo donc, a 10 ans, on est 250 collaborateurs. Et quand on a grossi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu d'énormes difficultés, c'est-à-dire comment conserver la qualité en recrutant, en renouvelant quasiment 50% des gens chaque année. Comment faire pour que la vision, chaque Théodoer la vive au jour le jour? Alors ça j'ai vu des réponses que dans le Lean en fait. La vision, elle doit être découpée finalement en éléments jusqu'au travail de chaque, dans le contexte de chaque Théodoer. Comment on arrive à faire le lien en fait? Alors, très concrètement, comment ça se passe chez nous? Sur chaque projet, on a un management visuel qui est très important sur un board physique qui s'appelle le board projet. Sur ce board physique, il y a le reflet de la stratégie de la boîte. Hein. Donc la stratégie, c'est on veut faire des produits qui déchirent, on va les faire tout de suite. Pourquoi? Enfin, le plus rapidement possible. Pourquoi on dit tout de suite? Parce qu'en fait, quand le client les appelle, en général, il a déjà le problème depuis un certain temps. Donc plus le lead time est court, mieux c'est. Et puis avec un client satisfait. Et cette stratégie, elle se concrétise sur chaque board projet. C'est-à-dire, chaque board projet, on voit qu'on veut faire un produit qui déchire tout de suite avec un client satisfait. Donc on a des déclinaisons vraiment dans le quotidien du Théodoer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le board physique. Donc est-ce qu'on délivre, on atteint le succès tout de suite avec un client satisfait? Pour la partie atteindre le succès, la première étape, c'est le succès du projet, donc qui se décline en plusieurs étapes. Le business model du client, l'objectif business, les leviers qu'on va activer pour pouvoir vérifier qu'on va dans le bon chemin. Ici, on va avoir des outils qui vont être mis à jour de manière plus régulière, qui nous permettent de voir en fait, jour après jour, comment est-ce que l'équipe de développement avance. Est-ce qu'elle est en retard, on avance. Là, on a un outil de management visuel aussi qui nous permet de voir en fait, notre plan vers le succès. Donc on voit ici toutes les épiques qu'on développe et puis ce qui est prévu en développement les semaines d'après. On voit si on est en retard, si on est en avance. Ça nous permet de pouvoir réajuster aussi notre plan. Et là, dans une logique Lean, ce qui est super intéressant, c'est qu'il va y avoir une démarche d'amélioration continue. L'équipe va essayer de comprendre pourquoi elle est en retard, et dès le premier jour, elle va essayer d'améliorer sa manière de travailler. Ce qui est vraiment là, si on prend du recul et qu'on pense à Théodo avant l'agile même, sans parler d'agilité, mais avant l'agile, le retard, c'est une question qu'on se posait au moment où on était en retard. C'est-à-dire 2 mois, 3 mois après le lancement du projet. Là, c'est dès le premier jour, dès le premier écart, l'équipe va essayer de comprendre pourquoi elle est en retard, va itérer, va progresser et, pour délivrer plus vite la valeur au client. Et enfin, on a une dernière étape qui concerne la satisfaction client. Donc, il y a le questionnaire de Théodo, questionnaire qui est administré toutes les semaines en fin de sprint. On a un questionnaire simple qui pose quelques questions qui permet de savoir si on est OK, not OK. Sachant que OK, on a des attentes qui sont très fortes, hein. Il faut que le client il soit très satisfait. Satisfait, ça suffit pas. Bon, comme chaque semaine, on va faire le point sur le questionnaire de ton client. Ouais, ça marche. L'idée, c'est de comprendre où ça coince et essayer de voir quelles actions on peut prendre pour que la semaine prochaine, ton client soit ultra satisfait. Donc, si on regarde le questionnaire, on est toujours en vitesse, on est toujours à très bonne. Ouais. En accompagnement, on est toujours à très bon. Ouais. Là-dessus, on est au standard. Et sur la recommandation, on est à oui. Au lieu de oui, bien sûr, nous, ce qu'on cherche, c'est être à oui, bien sûr. On va très vite en développement, c'est le but pour créer ce produit. Du coup, si on ne récupère pas le feedback au même rythme, il va se créer un décalage et potentiellement, on va accentuer une insatisfaction client qu'on ne va pas pouvoir spotter suffisamment tôt et pas prendre les bonnes actions. Je pense qu'il faut prendre le feedback aussi rapidement qu'on développe. Donc cet outil-là est utilisé mise à jour par le coach agile et ça permet très rapidement d'avoir une vision 360 un peu du projet. Et quand on est par exemple directeur projet, on peut challenger plus facilement le coach agile sur ce qui est, les points durs d'une certaine manière du projet, ce qui est amélioré là-dessus. Et le fait d'avoir un board physique, en fait, ça fait que les gens se réunissent devant le board physique. Et du coup, il y a des échanges qui sont vraiment très intéressants. Deuxième outil pour aligner les équipes, c'est le Kaizen. C'est-à-dire, chaque équipe chez Théodo ne va pas se contenter d'être dans une activité de delivery avec le board projet pour avancer et pour réussir le projet, mais va avoir aussi une activité qui va être plus du discovery, qu'on va appeler Kaizen, et qui va être rattachée à un élément de la stratégie de la boîte, dans lequel ils vont essayer de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses. Ça permet également du coup de transmettre, de diffuser au sein de la boîte l'apprentissage que certaines équipes vont avoir
vis-à-vis de certains problèmes, comme des problèmes de lead time, de bugs, de stratégie technique, de productivité pendant le développement, et de les diffuser au sein des autres équipes de Théodo, sans avoir à réinventer la roue sur chacune de ces équipes-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait du Kaizen, on explore un sujet, on teste des trucs, et du coup on génère de la connaissance. Et ça, le fait de faire cet exercice, ça nous fait progresser. Et c'est vraiment ça le but, c'est qu'on soit tous super forts. Et du coup derrière, on va avoir testé des choses, on va avoir innové et Théodo va progresser. Donc tous les lundis, on organise un dojo avec tous les théodoers et c'est en fait un format de formation. Donc là c'est un dojo Kaizen pour aider les théodoers à savoir comment faire du Kaizen, quels sont les bons sujets de Kaizen, comment représenter sa performance par exemple. Donc là c'était le sujet d'aujourd'hui. Et c'est sous forme de petits jeux où 4 théodoers à chaque fois sont choisis et répondent sous forme de quiz à des questions sur le Lean et c'est super, ça permet d'apprendre de d'autres manières. Ensuite, en fait, ce qui va tirer toute la réflexion dans la démarche du Kaizen, c'est est-ce qu'on produit de la valeur pour le client, est-ce qu'on l'aide à résoudre son problème. Donc il faut qu'on ait un client bien identifié et à chaque fois on pourra se poser la question, ok, est-ce que ce que je fais là, ça va aider mon client. Attention, donc là l'objectif c'est de dire est-ce que c'est ok ou KO et si c'est KO, quels sont les points de contrôle qui sont KO. C'est parti. Vas-y Hubert. C'est relié à la stratégie. Est-ce que c'est ok ou KO? C'est ok. C'est ok, c'est très bienveillant, t'es pas jugé, tu peux aussi bien être tout nouveau à Théodo et répondre à ces questions ou être un ancien, il n'y a pas de sujet, pas de problème là-dessus. 1-6 et 1-6, excellent, donc c'est tout à fait ça. Je pense que ça s'applaudit quand même. Le recrutement c'est hyper important chez nous. Boîte de service, il faut avoir les meilleurs people, enfin, les gens qui nous boivent des produits diront la même chose. Et le Lean nous a beaucoup aidé. C'est pas forcément quelque chose de très attendu. En fait, le flux de recrutement d'un ingénieur, c'est aussi un flux de production, en quelque sorte. Et si on fait quelques analogies un peu malines, on se rend compte que quand on a un candidat qui rentre dans le processus de recrutement et qui sort du processus de recrutement, c'est un gaspillage. En fait. Idéalement, en fait, tu voudrais avoir une pièce qui rentre et une pièce qui sort, quoi, comme dans une usine. Mais on essaie de comprendre pourquoi tel candidat finalement n'était pas accepté à la fin du processus, alors qu'en fait, on aurait pu s'en rendre compte plus tôt, ou au moment de la lecture de son CV, on n'aurait pas fait perdre de temps déjà, et on aurait moins fait perdre de temps aussi aux équipes en interne. C'est-à-dire, déjà, le Lean aide énormément. S'il vous permet de comprendre qu'il y a un flux de valeur et que donc finalement on peut appliquer des logiques de résoudre son problème, mais de tact, de flux tiré, enfin toutes les choses qu'on apprend par ailleurs dans le Lean, on peut aussi les appliquer au recrutement. Mais c'est bien de recruter des ingénieurs, mais c'est encore mieux de les garder. Donc on travaille beaucoup sur cet aspect rétention. Toute théorie a ses limites, mais il y avait 4 points qu'il fallait regarder pour garder des ingénieurs, des collaborateurs et des intéressés. C'était l'apprentissage. Pour les ingénieurs en particulier, c'est extrêmement important d'apprendre. Le fait d'avoir des perspectives d'évolution. Et nous, on s'est dit, la meilleure perspective d'évolution qu'on peut donner, c'est de créer sa boîte, comme nous on l'a fait, parce que nous, on trouve ça super cool. Donc ça sera facile avant de dire, venez chez nous, on va vous aider à créer votre boîte. Et donc c'est pour ça qu'on crée des nouvelles entités, chaque année, avec à la fois 2 dirigeants, un CEO, un CTO, qui viennent déjà de l'écosystème. Tu as aussi le fait de se sentir en confiance dans son travail. Je me sens au travail, un peu comme à la maison. Et puis le fait d'être reconnu. Ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est extrêmement important. On a compris ça. On a compris que le produit Théodo, finalement, notre offre vis-à-vis du marché, ça devait être quelque chose qui devait répondre à la fois aux besoins des clients, mais en même temps aux aspirations des ingénieurs. Quand on est dans une industrie innovante, où c'est un peu nouveau, le problème qu'on a, qui est central et qui partira jamais, c'est la rareté de ressources. Et du coup, en rareté de ressources, on est en rareté de gens qui savent faire. Puis on est en rareté de ressources de matériaux, on est en rareté de ressources partout. Donc, ce qui nous rend plus compétitifs, c'est d'être plus sympa. C'est d'être plus intéressant. C'est d'être plus attractif. C'est le problème à nouveau de l'équipe de foot. Comment est-ce que j'attire les meilleurs joueurs chez moi? Alors les gens sont attirés par évidemment, le succès. Et puis vous savez, on sait tous qu'on rejoint une boîte et on quitte son patron. Une fois qu'ils viennent, ils s'en barrent parce que s'ils ne nous trouvent pas sympas et qu'ils sont bons, ils vont chercher ailleurs. Donc c'est des problèmes très intéressants. C'est comment est-ce qu'on maîtrise tout en la croissance, comment est-ce qu'on garde cet esprit de start-up qui fait qu'on est sympa tout en devenant plus professionnel. Donc l'entreprise, quand elle se structure, embauche des managers professionnels, tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre des process et contrôler, et ça devient très très chiant.
Quand ça devient très très chiant, on n'attire pas les bons clients, on attire les clients aussi qui font des trucs parce qu'ils ne sont pas très bons, et on attire des développeurs qui sont de moins bonne qualité. Donc l'enjeu qui est marrant de vraiment comprendre, si on prend la stratégie Lean, de découvrir ces problèmes, de faire face à ces problèmes et de les formuler d'une façon que tout le monde comprend pour former des solutions. Quand on est dans une stratégie innovante, un des trucs qu'il faut vraiment faire face, c'est notre attractivité à des clients, à des meilleurs clients et à des gens plus performants, plus intéressants, meilleurs. Et dans les deux cas, c'est compliqué parce que ces gens-là n'aiment pas travailler dans des environnements structurés. Donc c'est un problème très très intéressant. Le Lean est une démarche vraiment scientifique. Et au sens scientifique, du sens on ne connaîtra jamais la vérité, on ne sait que flinguer les idées fausses. Donc une des difficultés du Lean, c'est qu'il y a un ticket d'entrée psychologique qui est assez élevé. Il faut accepter que oui, certainement on cherche un idéal, mais on ne le connaîtra jamais. Tout ce qu'on connaît, c'est ses erreurs. Tout ce qu'on connaît, c'est les trucs qu'on fait mal, c'est les bêtises qu'on a, c'est les idées fausses qu'on a. La grande difficulté du Lean, c'est qu'il faut accepter que notre meilleure compréhension du monde se fait en écartant progressivement nos idées fausses. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont mariés à leurs idées fausses, qui ont construit leur identité dessus, d'avoir des opinions, d'avoir raison, et c'est dur. Si un CEO souhaite faire du Lean, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de bien réfléchir à ce qu'il a envie de faire, parce qu'en fait, c'est pas anodin et ça ne marche pas en confiant des missions à des consultants qui vont travailler avec les collaborateurs de l'entreprise. Ça fonctionne en se transformant lui-même. Donc, il faut vraiment en avoir envie et bien réfléchir avant d'y aller. Puisque s'il ne souhaite pas faire évoluer son modèle, évoluer soi-même, c'est compliqué de demander aux collaborateurs de régler les problèmes, de les rendre visibles, d'aider les autres. C'est pas possible en fait. Donc ça passe vraiment d'abord par le patron. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de se faire accompagner. Nous, ce qui a changé les choses, c'est qu'on a travaillé avec ce qu'on appelle un sensei qui m'a accompagné dans la transformation. Par contre, il faut s'y tenir. C'est-à-dire que ça demande un peu une rigueur entre guillemets. On a toujours envie d'aller au plus vite. Des fois, le Lean nous demande de faire un petit détour. Par contre, avec ça, on est sûr de prendre la meilleure décision. Et donc, du coup, on économise du temps, en fait. Ce qu'on découvre en faisant du Lean, c'est que la seule chose qui est fixe, vraie, éternelle, ce sont nos idées. La réalité, elle est messy, elle est complexe, elle change, elle est interactionnelle. Bon, on ne sait pas. Donc, les gens qui sont bien dans le Lean sont les gens qui ont l'assurance de savoir qu'ils ne savent pas tout, et que c'est cool, et que c'est intéressant, et que c'est rigolo. Et donc, ce qui est génial avec le Lean, c'est que ça vous force à rester en contact avec le terrain. C'est ce que j'appelle l'hélicoptère, c'est-à-dire on va faire de la stratégie. Bien sûr, il y a des sujets stratégiques qu'il faut faire en tant que CEO, on ne peut pas passer à côté. Mais on va aller sur le terrain tous les jours pour savoir ce qui se passe pour de vrai en fait. Et pour challenger finalement nos mauvaises conceptions de la stratégie. Moi j'aime beaucoup ce que dit Michael Ballet quand il dit le Lean, ça sert au CEO à changer d'avis en fait. C'est vraiment, c'est un moyen de changer d'avis pour se tromper moins souvent, un peu moins souvent. Et donc ça change beaucoup mon quotidien et ça permet aussi de prendre des décisions qui sont beaucoup moins hasardeuses en fait. C'est-à-dire que quand on va régulièrement sur le terrain, voir des Kaizen, parler des clients, au moment où on doit prendre des décisions stratégiques, de staffer des personnes clés, de répartition de budget, et bien souvent en fait la décision elle est presque évidente. Quand on remet en cause notre compréhension des principes, on découvre qu'il y a une profondeur de réflexion et qu'on peut toujours aller plus loin. Donc ça garde le truc super intéressant. Et c'est passionnant, ça met les gens à fond, c'est plus sympa, et franchement, mieux s'entendre avec ses clients, mieux s'entendre avec les gens en interne, mieux travailler avec ses partenaires, ça crée des environnements de travail qui sont juste plus sympas et plus fun, quoi. Donc c'est ce côté adaptif qui fait
que ça marche mieux. Quand ça marche mieux, les gens sont plus contents. Et c'est juste plus agréable.